Bonsoir à toutes. Merci de prendre un moment pour visionner mon exposé oral. Aujourd'hui, je choisis de vous entretenir un moment autour des neurosciences cognitives et de l'apport qu'elles peuvent avoir au monde de l'éducation. Mais d'abord, voyons un peu le programme de formation de l'École québécoise. Repassons brièvement les théories de l'apprentissage. Et je vais vous lancer ensuite quelques petits éléments sur les neurosciences cognitives, mais je vous laisserai le soin d'aller lire davantage parce que ici, je vous en fais qu'une introduction. Vous comprendrez, on n'a que 10 minutes. Alors, je vous partage ma présentation. Alors, on est à l'école, on ne s'en cachera pas, on est acteur de l'éducation de toute une génération. On les a avec nous 8 heures par jour, 180 jours par année. On peut dire, je pense, qu'on aide certainement, en tout cas, au façonnement de leur cerveau. Commençons par le PFEQ. Rappelons les principaux objectifs de formation du programme. En fait, ils sont les objectifs de préciser l'intention de l'éducation scolaire en détaillant les mesures établies par le système pour instruire les jeunes, les éduquer et les former. En d'autres termes, quel type de personnes et de citoyens veut-on former et pour quel type de société? Actuellement, on gravite autour des théories de l'apprentissage suivantes. Le constructivisme. Constructivisme, en fait, c'est de dire que la connaissance résulte des actions de l'individu. Ensuite, on a le socio-constructivisme. La pensée est de nature sociale et les concepts sont des outils sociaux. C'est ça, le socio-constructivisme. Ensuite, le cognitivisme, donc l'intégration des nouveaux savoirs, de nouvelles références qui modifient les schèmes de référence et de pensée. Et le behaviorisme, donc qui est plus dans l'étude comportementale, c'est de se doter d'une représentation de mécanismes qui agissent, eux, dans le processus d'apprentissage. Bon, ça c'est bien beau. Sur le terrain, ensuite, on a besoin de pédagogie. Donc, la pédagogie dans tout ça. La pédagogie doit donc être parfois disciplinaire, parfois stratégique, parfois métacognitive, adaptée et toujours contextualisée. Et dans cette transposition, donc, les théories de l'apprentissage sont toutes entrecroisées. On n'en choisit pas qu'une, bien qu'il y en a une qu'on peut mettre de l'avant en tant qu'enseignante ou qu'acteur de l'éducation. Dans le système actuel, dans le programme du PFEQ, on le sait, c'est un secret pour personne maintenant, c'est l'approche par compétence. Je vais quand même vous ramener à quelque chose de sensible. Il est écrit dans le programme de formation de l'École québécoise que le domaine des arts devrait être étroitement lié aux problématiques soulevées par les domaines généraux de formation. Les propositions de création et d'appréciation exigent donc que l'élève se questionne, s'informe, réfléchisse, analyse la situation, qu'il prenne position et exprime son opinion sur des sujets qui le préoccupent. Il peut s'agir de questions à portée universelle, aussi bien que de questions d'ordre personnel, social, culturel. Dans cette optique, tous les domaines sont susceptibles d'être abordés. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans le programme, en fait, dans le PFEQ. Évidemment, on comprendra que les réformes se succèdent. À tous les 20 ans, il y a quelque chose de nouveau. Quand moi j'étais étudiante, par exemple, on avait le cours de FPS, qui était formation personnelle et sociale, dans lequel on pouvait se poser des questions, faire de l'introspection et réfléchir ces questions à portée universelle, ou personnelle, ou sociale, ou culturelle. Il y avait des questions aussi plus de morale qui étaient vues dans le cours de morale. On le sait, tout ça a été remplacé par le cours d'éthique et culture religieuse, dans lequel on parle de droit civique, de civisme, on parle de la question féministe, on parle d'une multitude de choses qui sait très bien, de sexualité aussi par bout. Et là, ce programme-là est en train d'être coupé aussi. Heureusement, l'art demeure
Et on peut éduquer par l'art. Et l'année dernière, il y a des profs de l'UQAM, en fait, hein, et d'autres personnes qui se sont penchées, oui, sur cette question de la place de l'art dans le monde de l'éducation et soulever des enjeux sociétals comme les réseaux sociaux, par exemple, ou toutes ces questions sociales-là où l'art pourrait devenir un prétexte pour éduquer les jeunes sur d'autres questions à portée universelle, comme le stipule le programme d'éducation québécoise. Moi, je vous amène un peu ailleurs. Donc, oui, bon, j'avais sauté cette diapo, là, pardonnez-moi. Là. Donc, oui, éduquer par l'art permet d'aborder des questions socialement sensibles comme l'équité, la diversité, l'environnement. L'art en tant que mode de production, connaissance devient un outil de plus en plus reconnu et ça a un impact sur notre conception de l'éducation. C'est un peu ce que je vous mentionnais. Moi, je vais vous amener un peu plus loin. Je vais vous parler un petit peu, pas beaucoup, un petit peu de sciences cognitives, de neurosciences. On va corriger la petite erreur ici. De neurosciences cognitives, donc, qui d'emblée ne fait pas partie des théories des apprentissages pour le moment, des théories de l'apprentissage, parce qu'évidemment, la neuroscience est à ses balbutiements, là, ça commence et bon, parfois les études viennent se contredire, mais c'est normal, hein, il y a toujours une étude pour en contredire une autre, ça c'est peu importe le domaine. Je veux simplement vous amener la question suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas, à tout le moins, les considérer en 2020 dans les nouvelles théories de l'apprentissage? Je vous lis ce que j'ai écrit. Les sensibilités esthétiques sont des expériences qui transforment le cerveau. Hein, ça, c'est ce que dit la neuroscience cognitive. Les recherches en neurosciences cognitives estiment que chaque œuvre d'art mène à une expérience unique par l'observateur ou le participant, et j'ajouterai par le créateur, évidemment, qu'il s'agisse d'une expérience sensorielle, émotionnelle, cognitive, interactive ou spirituelle. Ça, on peut le lire. Ce sont des chercheurs de l'université juive quelque part aux États-Unis. Ils écrivent énormément d'articles sur les neurosciences et l'art. Donc, je pourrais, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner des liens. Au niveau neurobiologique, de telles expériences se manifestent par l'activation des réseaux neuronaux correspondants. Les neurosciences démontrent toute l'importance de l'aspect façonnage et transformateur des arts en examinant comment une expérience répétée et continue des arts peut modifier les modèles cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que plus on pratique l'art visuel ou la musique, un type d'art qui vient sonner en nous certaines cloches émotives, sensorielles, émotionnelles, cognitives ou spirituelles. En fait, ça active les neurotransmetteurs dans le cerveau et ça crée de nouvelles connexions. Ces connexions-là se multiplient et enrichissent le niveau créatif. Donc, évidemment, la pratique des arts augmente la sensibilité esthétique des enfants et a pour vertu d'augmenter la capacité à être touché par d'autres stimulations, augmente la curiosité et développe une sensibilité émotionnelle et la créativité. La créativité, c'est important en art, mais c'est important dans la vie. Parce qu'en fait, une fois que ces connexions-là sont faites par le cerveau, par l'art, au travers l'art, elles sont transposables dans tous les domaines de la vie. Parce que la créativité, bien au-delà de l'art, c'est de sortir de la boîte, hein, d'innover, d'avoir des pensées divergentes ou différentes et bien à soi aussi. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi ici dans l'adulte citoyen qu'on a envie de développer à travers nos élèves, parce que c'est de ça dont il est question dans l'intention pédagogique, en fait, du PFEQ, c'est que la créativité aide à la résolution de conflits. Et ça, c'est bon en maths, c'est bon en art, mais c'est bon aussi dans la société. Hein? Quel type d'individu est-ce qu'on veut former pour quel type de société? Des gens créatifs, hein? Des gens qui ont des sensibilités esthétiques, des gens qui ont une curiosité, des sensibilités émotionnelles et une capacité de résolution de conflits. Donc, il est là le lien avec le PFEQ. Donc, comme je le disais, bien sûr, l'apport de neurosciences à l'éducation est au tout début. Elles ne peuvent pas remplacer toutes les théories de l'apprentissage qu'on
connaît et qu'on applique depuis longtemps. Mais en même temps, pourquoi pas? Il faut rester à l'affût des recherches sur le cerveau humain afin de mieux accompagner les individus avec lesquels on travaille chaque jour. Je pense qu'en tant que pédagogue, qu'en tant que parent même, en tant qu'individu actif socialement, qui côtoyons d'autres individus actifs socialement, ici des enfants, je pense que ce serait pas banal du tout de s'intéresser aux neurosciences cognitives. Apprendre à apprendre, ça devrait être une base, une assise, je pense, plus les années passent là, avec toute la technologie. Et donc, voilà, je vous laisse là-dessus en espérant avoir étayé un petit peu votre propre curiosité. Et on pourra s'en jaser si vous le souhaitez, mais moi, je trouve certainement que les neurosciences cognitives, tout l'aspect de la plasticité du cerveau, c'est, je pense qu'il y a de gros apports à faire en éducation avec ces nouvelles recherches-là. Merci.